remercie de me donner l'opportunité de présenter DiamPark. Notre métier, c'est de mesurer les symptômes de la maladie de Parkinson pour mieux la traiter. Je suis Jamshid Ghalidi, le fondateur de DiamPark, et dans les 15 prochaines minutes, c'est-à-dire à peu près pendant la durée de cet exposé, un des neurones de mon cerveau va s'éteindre. Ce neurone va mourir parce que je suis moi-même atteint de la maladie de Parkinson. Et en plus, je ne suis pas le seul. On est, vous l'avez entendu, 160 000 en France, 6 millions dans le monde. Avec le vieillissement de la population mondiale, en 2030, on sera 10 millions. C'est ce constat qui a déclenché ma 10e vie. Je parle de ma 10e vie parce que j'ai déjà vécu 9 vies auparavant. Dans ma 9e vie, j'ai formé 6000 développeurs web qui ne savaient pas programmer et que j'ai mené à un emploi de technicien en informatique. Et c'est cette expérience d'entrepreneur dans les technologies de l'information qui allait me servir à créer DiamPark dont je vais vous parler. Je ne vais pas vous raconter mes 10 vies en entier, mais dans mes vies numéro 4, 5 et 6, j'avais accumulé une base scientifique assez intéressante à travers mes études à l'école polytechnique, mon doctorat d'État en physique nucléaire et mes années de recherche et développement chez Péchinet. Ça aussi, ça allait aider dans le développement de DiamPark pour lutter contre la maladie pour contribuer à lutter contre la maladie de Parkinson. Cela fait donc bientôt 5 ans que j'ai été diagnostiqué et chaque année a été marquée par un jalon important, souvent la mise en place d'un nouveau neuromarqueur de la maladie de Parkinson. Notre métier, je vous disais, c'est de mesurer la maladie de Parkinson pour mieux la traiter et donc ça passe par l'intermédiaire de neuromarqueurs que je vais vous détailler dans un instant. Ça commence par mon histoire personnelle, mais en fait, l'histoire de DiamPark, c'est l'engagement et la rencontre avec énormément de personnes bienveillantes, dont Nathalie Georges qui est intervenue à l'instant. Mais j'ai commencé par Didier Tranchier, qui a été mon associé dans ma précédente aventure, qui a été également mon mentor, investisseur dans cette société, et qui est polytechnicien comme moi, et qui, entre-temps, avait créé Digital Pharma Lab, qui est un accélérateur de pharmatech. Donc Didier m'a fait connaître Pascal Bécache, qui était son cofondateur chez Digital Pharma Lab, qui connaît pas mal l'industrie pharmaceutique et maîtrise les données dans l'industrie pharmaceutique. Les données, c'est la base essentielle, la matière première de ce que nous traitons. Et Pascal Bécache m'a présenté Johan Attal, qui est dans la salle et qui est un ancien de l'Institut du cerveau. Et Johan Attal m'a fait connaître l'Institut du cerveau, dont par exemple, excusez-moi, Alexis Génin, qui est le directeur de l'innovation et de la valorisation de la recherche. Et Alexis m'a fait connaître tout le reste de l'Institut du cerveau, avec qui j'ai le plaisir et l'honneur de travailler. Et par exemple, Arlette, qui est au premier rang ici, je reviendrai un peu sur la collaboration que nous avons ensemble à ce sujet. Julie Sezin, qui a été embauchée à plein temps au Living Lab de l'Institut du cerveau pour servir d'interface avec les patients entre les patients parkinsoniens et la recherche et développement de DiamPark, etc., etc. Et énormément de personnes bienveillantes se sont penchées sur le berceau de la société DiamPark. Pour parler plus spécifiquement de l'Institut du cerveau, grâce à la puissance de feu qu'il y a ici, nous avons accès à un réseau de scientifiques, tels que le professeur Corvol que vous avez entendu il y a un instant, et de compétences à la fois scientifiques et médicales, et accès à des patients. Je vous ai parlé de Johan tout à l'heure. Il a créé une société qui s'appelle MyBrain Technology, qui est spécialisée dans les mesures par électroencéphalogramme, dont on a parlé à l'instant avec Nathalie Georges.
Et grâce au partenariat avec MyBrain Technology, on profite d'une expérience de plusieurs années dans le traitement par intelligence artificielle des données issues du cerveau, et en même temps, on a accès à une plateforme informatique qui est déjà certifiée. Ça nous fait gagner des années dans la R&D dont je vous parlais. Mon obsession, c'est d'aller vite, parce que mon état va se détériorer. Et ce que j'espère, c'est que on va pouvoir suffisamment accélérer la sortie de médicaments de façon à ce que moi-même et les 10 millions de personnes qui sont derrière puissent en profiter. Donc tout ce qui accélère, c'est bien. En même temps, en France, on profite d'un environnement réglementaire et financier extrêmement favorable aux startups et à tout ce qui est santé numérique. Et donc, c'est ainsi que nous avons eu des financements d'amorçage Deep Tech par la BPI, par exemple, pour commencer. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous avons amorcé un cercle vertueux qui permet de faire travailler énormément de personnes ensemble, l'Institut du cerveau, mais tout l'environnement autour, de façon à obtenir des résultats rapides. Je reviendrai sur ce schéma dans un instant. Je vais expliciter juste un petit bout de ce schéma. L'un des objectifs de Diampark, c'est de fournir des services gratuits et utiles aux patients. C'est dans ce cadre-là, par exemple, que nous participons à la création d'un outil pédagogique pour l'éducation thérapeutique dans la maladie de Parkinson. Cet outil a été imaginé par le professeur Grabli et par Arlette Tané qui est ici dans la salle. Et donc, nous contribuons à la création de cet outil parce que je vous ai dit, dans ma vie précédente, j'ai formé quelques milliers de développeurs d'applications web et donc j'ai la possibilité de faire appel à ce réseau et d'aller relativement vite dans tout ce qui est développement d'applications. Bon, l'équipe est prête. Maintenant, on va rentrer dans le sujet. Parce qu'une fois que l'équipe est en place et que les outils sont là, il faut agir. Dès le début, je me suis rendu compte que des thérapies de la maladie de Parkinson, il n'y en avait pas beaucoup sur le marché et que la recherche et développement n'allait pas suffisamment vite dans ce domaine. Et pourtant, tous les laboratoires pharmaceutiques que vous voyez sur cette diapo travaillent sur des essais cliniques. Vous avez vu dans les diapositives du professeur Corvol tout à l'heure toutes les molécules qui sont examinées. Il y a plus de 200 essais cliniques interventionnels chaque année. Il y a 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires de médicaments par an dans la maladie de Parkinson. Il y a 1 milliard de dollars de R&D et les résultats tardent à venir. Si les résultats tardent à venir, c'est qu'il doit y avoir quand même un problème. Et le professeur Corvol a à juste titre mentionné que le cycle était très très long dans la mise au point des médicaments. Et justement, c'est là que je me suis concentré en me disant on pourrait faire une contribution importante en permettant une mesure très précise des symptômes de la maladie de Parkinson. Vous avez vu tout à l'heure, il a été mentionné que dans la création très rapide, en quelques semaines, en quelques mois, du vaccin contre le Covid, il y avait le fait qu'on pouvait mesurer très rapidement les résultats d'un vaccin. On fait un dosage sanguin et on sait si les anticorps se sont développés ou pas. Il n'y a rien de tel dans la maladie de Parkinson. Et on ne peut pas faire un simple dosage sanguin et dire vous êtes plus malade ou moins malade qu'avant. Et justement, c'est là où mon expérience, à la fois digitale et scientifique de physicien, pouvait aider, et c'est le challenge que nous avons essayé de relever. De quelle manière? Nous avons, au cours de ces dernières années, mis au point des marqueurs digitaux de la maladie de Parkinson. Donc, c'est devenu notre métier. Ces marqueurs digitaux, j'ai commencé par le typing pattern, qui est connu dans l'industrie cryptographique comme étant très caractéristique de chaque personne. Et les études ensuite ont montré que la façon de taper à la machine, les millisecondes d'hésitation entre deux touches sont caractéristiques de la maladie de Parkinson et de son avancement. Donc voici un marqueur. Ensuite,
l'analyse de la voix, dont on a parlé, il me semble aussi tout à l'heure dans le cadre du protocole Iceberg, permet, en mesurant la stabilité en fréquence et en amplitude, ça permet de déterminer si une personne a la maladie de Parkinson ou pas. Et nous voulons aller plus loin, mesurer l'avancement de la maladie de Parkinson chez une personne donnée à travers l'analyse de la phonation, mais également à travers l'analyse de la reconnaissance de la parole. Donc ça, c'est en place. L'analyse du tremblement, c'est très simple. Les téléphones portables ont un accéléromètre et nous nous appuyons là-dessus pour analyser le tremblement chez les patients qui sont atteints de tremblement. Et ça, c'est une mesure objective très facile à réaliser. Et pour finir, il y a la mesure de la composante pathologique des ondes bêta que Nathalie Georges vous a mentionné tout à l'heure dans le cadre du neurofeedback, mais c'est aussi un marqueur de la maladie de Parkinson et de l'état on, off, etc. Donc, le cœur de notre activité, c'est de rassembler toutes ces données de neuromarqueurs et de traiter les données ainsi rassemblées. Comment ça marche? Nous avons une application qui s'appelle DigiPark, qui est aujourd'hui disponible sur Google Play, et en janvier, ça sera disponible sur l'Apple Store également, qui permet de faire plusieurs choses. Pour la partie scientifique, ça permet de mesurer, d'enregistrer une phonation, on fait « ah », et ça permet d'analyser l'amplitude et l'intensité. On a une partie reconnaissance de la parole, on a une partie mesure du tremblement, on est en train d'intégrer une partie calligraphie de façon à mesurer les gestes précis du patient, et l'application de MyBrain Technology permet d'enregistrer l'électroencéphalogramme et de faire toute l'analyse qui va derrière. La partie typing pattern, la façon de taper à la machine, nécessite bien sûr un clavier d'ordinateur. Donc cette application a plusieurs buts. Il y a le but scientifique dont je viens de vous parler, c'est de récupérer des données, mais mon premier but, c'était d'aider les patients. Et pour ça, on donne cet outil de façon à ce que le patient puisse monitorer ses propres symptômes. Les patients doivent prendre le pouvoir, reprendre le pouvoir. C'est un outil qui va dans ce sens-là. Il y a un outil simple de pilulier. C'est quand même bien de pouvoir suivre l'observance et améliorer l'observance de la prise de médicaments. Et il y a encore un autre phénomène. Personnellement, parmi mes symptômes du Parkinson, il y a les troubles de l'addiction. Je vais voir un orthophoniste très spécialisé, extrêmement compétent, une fois par semaine, mais entre 2 séances chez l'orthophoniste, j'ai mis au point des outils qui me permettent de suivre et de faire de l'entraînement tout seul, conseillé évidemment par l'orthophoniste. Ces outils-là sont intégrés dans l'application DigiPark. Donc, au bout du compte, c'est une application qui est fournie gratuitement à l'ensemble des patients. Une partie des patients acceptent de partager ces données avec nous, et ces données-là sont conservées de manière totalement anonyme dans le respect des règles de l'Union européenne. Et ces données-là nous permettent de mettre au point des outils, des modèles qui sont ensuite utilisés dans la recherche et développement pour mettre au point des nouvelles thérapies et surtout accélérer la sortie des nouvelles thérapies. Voilà à quoi ressemble le typing pattern. C'est un jeu sur navigateur où il y a toute une série de mots qui sont affichés à l'écran. La personne tape le mot à la machine et l'ordinateur enregistre les millisecondes d'hésitation entre 2 touches ou d'appui sur une touche donnée. Voilà la partie phonation et prise de médicaments. Donc pareil, c'est enregistré de façon totalement anonyme, c'est-à-dire on ne sait pas qui est derrière, mais on sait que c'est le patient numéro 87
qui a fait cet enregistrement-là. Pour illustrer très précisément, tout à l'heure vous avez vu les ondes bêta. Ça, c'est pas les ondes bêta, c'est tout simplement les tremblements de la main d'un patient. Et donc les tremblements sont visibles sur la partie gauche, c'est la main qui tremble. L'analyse en spectre de fréquence est à droite. Et quand vous voyez un pic comme ça, centré autour de 4 ou 5 Hz, et ça veut dire 4 ou 5 fois par seconde, c'est vraiment typique d'un malade du Parkinson. C'est ce genre de choses que nous mesurons et que nous enregistrons. De la même manière, tout à l'heure, vous avez entendu parler de la segmentation des patients. Les patients, vous l'avez vu sur la courbe des marqueurs génétiques, mais de la même manière, il n'y a pas deux patients du Parkinson qui se ressemblent. Il y en a qui ont du mal à marcher, il y en a qui ont du mal à parler, il y en a qui ont beaucoup de tremblements, et puis d'autres symptômes. Et grâce à notre analyse multimodale, nous sommes capables de segmenter et de nous approcher d'une médecine personnalisée dans le cadre de la maladie de Parkinson. La partie électroencéphalogramme est très technique. Donc tout à l'heure, vous avez vu, c'est un peu les mêmes courbes que Nathalie sur la composante pathologique de bêta. Mais il y a aussi toute la dynamique qu'on peut analyser de manière beaucoup plus profonde mathématiquement avec des outils topologiques comme sur la partie droite. Ça, c'est la plateforme que nous fournit MyBrain Technologies qui nous permet de ne pas avoir à réinventer la roue. Il faut toujours s'appuyer sur les partenaires de premier rang mondial et j'ai le plaisir d'avoir cet outil-là en partage. Donc, c'est toujours la plateforme, je passe derrière. Donc, qu'est-ce que nous avons réalisé jusqu'à maintenant? Je vous ai parlé de l'équipe, je vous ai parlé de l'approche. Maintenant, qu'est-ce qu'on a concrètement réalisé? On a rassemblé plusieurs milliers de points expérimentaux. Donc ça, c'est très important parce qu'en biologie, en médecine, quand on a 10, 20, 50 patients, et pour chaque patient, on a un point de mesure chaque mois, on est très content. Nous avons, grâce à la digitalisation de l'outil, la possibilité d'avoir des milliers de points expérimentaux assez rapidement. Voici l'analyse de 1000 points expérimentaux. Je ne rentre pas dans le détail, c'est parce que c'est une publication qui est en cours de préparation, mais on est déjà extrêmement enthousiaste avec les résultats préliminaires obtenus. Quelles sont nos forces? Nos forces, c'est qu'on se base sur l'intelligence artificielle, bien sûr, mais aussi sur une modélisation ab initio. On part de zéro sans faire aucune hypothèse. Ça a été ma spécialité pendant que j'étais chercheur en physique, de partir toujours d'un point de départ avec des modélisations mathématiques qui sont confrontées à l'expérience de manière complète. C'est ce qu'on appelle un modèle ab initio. On combine ça avec l'intelligence artificielle, ça nous permet d'aller très vite. On est totalement centré sur les patients. On est au service du patient et on cherche à faire de la médecine personnalisée. On a un jeu complet de marqueurs, de neuromarqueurs, et tout ça est enregistré dans une base de données. On a des partenariats exceptionnels et on est soutenu par des neurologues et des chercheurs de premier plan. Et tout ça pour améliorer la prise en charge de la maladie par les patients et pour accélérer la R&D. On bénéficie pour cela d'un environnement extrêmement favorable en France, plus le support de l'Institut du cerveau. Et on a une équipe qui a plus de 15 ans d'expérience dans la santé digitale. On a ici au premier rang, par exemple, Caroline Atlani qui vient de nous rejoindre comme Chief Medical Officer. Nous avons, je pense, en visio Alfredo Alarcón, qui est un polytechnicien avec une dizaine d'années d'expérience en data science dans le domaine biomédical. Donc on a une équipe extraordinaire et on est totalement orienté résultats rapides. Donc les années qui viennent s'annoncent assez bien et je suis très enthousiaste dans le fait qu'on va sortir dans les années qui viennent des collaborations avec l'industrie pharmaceutique pour réduire la durée qui est nécessaire pour sortir les nouvelles thérapies, d'une part, et pour avoir nos propres dispositifs médicaux au service des patients.
Ça servira l'industrie, ça servira les neurologues dans leur relation avec leurs patients et ça servira surtout bien sûr les patients. Et donc, du coup, mon objectif initial qui était de réaliser un cercle vertueux sera réalisé et je vais pouvoir vous l'expliciter un peu plus. Donc vous voyez en bas, c'est la société Diampark avec les fondateurs dont je vous ai parlé. On a commencé par fournir des services gratuits aux patients et les patients, en utilisant nos services gratuits, une partie des patients fournissent leurs données. Et ces données nous permettent de faire des modèles, comme le graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Et ces modèles permettent de faire des percées et permettent de fournir des hypothèses qui sont ensuite validées par les neurologues et par les chercheurs et qui permettent de sortir des outils qui sont utilisés par l'industrie pharmaceutique à l'occasion de ces cliniques pour sortir des nouvelles thérapies. Une fois qu'on a ça, les patients sont satisfaits, c'est le but, c'était le but, mais également les investisseurs sont satisfaits et ça remet de l'argent dans le circuit et ça permet d'accélérer. Et j'espère qu'on ne mettra pas 50 ans à sortir les prochaines thérapies. Je vous remercie et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci. On va pouvoir prendre quelques questions. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. On en a en tout cas du côté du chat. Une première personne qui vous adresse ses encouragements pour la création de votre outil pédagogique. Merci. Et une question, partagez-vous les travaux en intelligence artificielle menés par Google Mayo Clinic? Alors, Google Mayotic, je ne connais malheureusement pas, mais si la personne pouvait m'envoyer le lien, je regarderai avec beaucoup d'intérêt. Bien entendu, nous faisons une bibliographie exhaustive. J'ai eu un Bac+5 dans mon équipe pendant plusieurs mois qui a fait une recherche bibliographique exhaustive en plus du travail que tout le reste de l'équipe a fait. Mais par contre, ce groupe particulier, je ne le connais pas. Il me semble que c'est Johan qui nous avait mis en relation. J'ai été en particulier en relation avec les chercheurs de Facebook, parce que Facebook a acheté une société dans le domaine de l'aptique. Et donc, malheureusement, ils ont totalement arrêté les recherches médicales et ils sont maintenant complètement orientés vers ce qui rapporte le plus de sous. Mais j'ai essayé de récupérer ce qu'on pouvait des recherches médicales de cette équipe-là, par exemple. Très bien, merci beaucoup. Et une dernière question, mais il me semble que vous l'avez précisé. Quand est-ce que l'application sera-t-elle disponible sur Apple Store? En janvier. En janvier. Parfait, merci beaucoup. On a une autre question. Est-ce que l'application est payante et est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour pouvoir l'utiliser? Alors l'application est totalement gratuite et ça, j'y tiens énormément. Et elle est utilisable par tout le monde sans aucune condition. Au moment d'utiliser l'application, on vous demande de vous inscrire parce que d'une part, c'est la réglementation. Et d'autre part, cette inscription, quand vous revenez sur l'application, vous permet de retrouver vos datas. Mais par contre, on ne vous demande pas votre nom, on ne vous demande pas vos données personnelles, etc. Et si jamais vous perdez votre mot de passe ou votre user, je ne peux pas vous les retrouver. Parce que tout est totalement anonymisé de façon à ce qu'on ne puisse jamais faire le lien entre vous, entre l'utilisateur et les bases de données. Notre seul but, c'est de récupérer des données qui sont utilisées ensuite pour mettre au point des modèles. Les données ne sont jamais transmises à l'industrie pharmaceutique. Ça aussi, je tiens à le préciser, en ce sens que, à l'occasion des essais cliniques, les industriels viennent avec leurs patients. Ils ont accès aux données de leurs patients, mais ils n'ont pas accès à vos données, même de manière anonyme. Très bien. Merci beaucoup. Et enfin, une toute dernière question. Cette application est bien disponible sur les téléphones comme sur un navigateur Internet? Alors, vous avez compris qu'il y a une activité qui nécessite un accéléromètre et sur le navigateur, il n'y a pas d'accéléromètre. Sinon, donc l'application est aujourd'hui accessible sur le téléphone portable seulement. La partie typing pattern est sur navigateur plus clavier d'ordinateur.
et on envisage d'avoir une version un peu dégradée, sans l'accéléromètre, qui soit utilisable sur un navigateur seul, sur un desktop, sur un ordinateur avec un clavier. Parfait. Merci beaucoup. Merci Alice.